Là, s'il te plaît. Nous vivons la fin de l'abondance. C'est par cette formule qu'au cours de l'été 2022, le président Macron incitait à plus de sobriété, face à un constat de crises qui sont multiples et qui incite donc à changer de paradigme, à voir notre rapport avec la consommation évoluer. Et on a tous un rôle à jouer, y compris les marques. Les marques doivent donc intégrer de plus en plus tôt dans leur modèle la notion de développement durable, ce qui nécessite donc d'élargir la notion de valeur en intégrant des dimensions sociales, des dimensions environnementales. Et pour ce faire, il y a un outil, c'est l'outil du marketing, le marketing durable, un marketing plus responsable qui tend à intégrer plus tôt les notions de développement durable. Et ce marketing responsable permet entre autres, par exemple, de mettre en avant les actions concrètes de ces marques pour agir en faveur du développement durable, pour mettre en avant l'engagement justement de ces différentes marques. Seulement voilà, par moments, ces choses positives peuvent créer un risque d'exposer ces marques à la critique. Alors à la critique peut-être d'une forme d'opportunisme, peut-être même à une accusation de greenwashing ou de social washing, en quelque sorte de déguiser la réalité des choses derrière un maquillage qui malheureusement n'est pas suffisamment sincère. Et d'ailleurs face à ce risque de bad buzz presque pourrait-on dire, certaines préfèrent le silence, ce que la littérature scientifique appelle l'éco-silence. Alors il est indéniable, cognitivement on le comprend, intellectuellement on l'entend, il est nécessaire d'aller vers plus de sobriété. Pourtant voilà, cette sobriété telle qu'elle est proposée aujourd'hui, telle qu'elle est incitée, est inopérante. En fait, elle repose sur des mécanismes de culpabilisation, de critique en quelque sorte, voire même une forme d'opposition dans sa construction au désir. En fait, elle s'oppose au plaisir, plaisir qui jusqu'alors a été bien souvent synonyme de consommation. On se retrouve donc là face à une impasse. L'impasse cognitive, on est conscient qu'il est nécessaire d'aller vers plus de sobriété, pourtant dans le même temps, la sobriété telle qu'elle nous est vendue ne donne pas envie. Et là, on est face à un double risque. Le risque à la fois de ne pas réussir à engager dans cette sobriété, et même d'aller vers un effet rebond. Vous savez, cet effet où on observe quelqu'un qui pendant un certain temps adapte des comportements qui sont plus sobres, et pourtant, quelques temps plus tard, se retrouve à faire l'exact opposé, une sorte d'ultra-consumérisme de revanche qui, au mieux, annule les effets positifs d'actions passées, au pire, crée un effet d'augmentation de la consommation, un effet paradoxal que la littérature scientifique observe. Alors, pour essayer de sortir de cette impasse, on s'est dirigé vers la voie du conatif. Plus précisément, on s'est tourné vers l'économie comportementale. On a essayé de voir les choses au travers du prisme de la théorie des nudges, une théorie qui repose sur les biais cognitifs afin de pouvoir construire par l'architecture des choix une incitation non coercitive à certains comportements. Et nous avons choisi avec Valérie d'étudier le cas d'une association qui s'appelle Sauvage Méditerranée, une marque qui s'est fixée pour mission de dépolluer la mer Méditerranée. Alors concrètement, ça consiste à la collecte de ces déchets, la revalorisation de ces déchets pour inciter aussi par la suite à des modes de consommation plus durables. Alors très concrètement, il s'agit d'une étude empirique dans laquelle on a pu rencontrer le fondateur de cette association, Emmanuel Laurin, au cours d'un entretien. On a pu également analyser la perception des actions de cette association au travers des articles de presse, de la presse locale, régionale, nationale. Et le cœur de nos travaux s'est orienté autour du compte Instagram de cette association. Alors pour quelles raisons ? Nous avons voulu observer comment ces nudges ont été déployés et comment ils ont été accueillis par la communauté. Alors c'est un travail conséquent, 425 publications, près de 3000 commentaires, des milliers de hashtags. Donc on a eu recours au NLP, on a développé un script de traitement du langage naturel qui, grâce à de l'intelligence artificielle, nous permettait d'agréger ce vaste volume de données et de le digérer en quelque sorte en le segmentant au travers de questions sémantiques, sentimentales, thématiques. Et il y a quelque chose de frappant. On ne parle pas de négatif. On n'est pas dans la culpabilisation, dans la critique. On est en réalité dans un registre très positif, celui de la valorisation, de la gratification, de l'engagement. Pour donner quelques exemples, on parle d'imaginaire. L'un des hashtags les plus récurrents, 1492 occurrences dans le corpus que nous avons analysé, c'est le hashtag précieuse plastique. Et là, effectivement, on invite à voir les choses complètement différemment. On ne regarde pas un vulgaire déchet, on regarde plutôt l'objet précieux qui peut se cacher derrière. Un bijou revalorisé à partir de ce plastique qui a été récupéré ou une pièce de monnaie sauvage à utiliser chez un commerçant.
Et d'ailleurs, toujours dans ce registre des imaginaires, on a un bel oxymore avec ce déchet d'or. Parce que, parlons-nous franchement, aller collecter des déchets, ce n'est pas très glamour. Donc, pour encourager, pour essayer de faire sauter cette première barrière, le fait d'encourager à collecter des déchets avec l'espoir de trouver ce déchet d'or d'une valeur de 1 500 € est beaucoup plus engageant. Et puis enfin, quelque chose qui nous a frappé dans toutes ces actions, c'est l'ancrage local, territorial. On invite des habitants plus ou moins d'une même région à se réunir pour participer à ces collectes régulièrement. Et puis on crée un vrai maillage local, avec des commerçants qui, eux aussi, participent à ces initiatives. Et tout cela crée des synergies très positives sur le plan de la solidarité, sur le plan de l'écologie. Mais voyez-vous, il y a encore des questions qui nous taraudent. La question de la pérennisation de ces comportements. Est-ce que participer ponctuellement à une collecte de déchets, c'est réellement transformer les comportements de manière durable? Et pour répondre à cette question, on a eu besoin de revenir à la théorie. Entre autres, à un modèle, le modèle AIDA. AIDA pour attention, intérêt, désir, action, désir avant action, ce qui nous permet justement en quelque sorte de construire cette boucle de l'engagement. Alors le cognitif, on l'a compris, c'est nécessaire de changer en raison de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Le conatif, c'est aller vers plus de sobriété, consommer mieux, consommer moins. En revanche, il nous manque cet entre-deux, l'affectif, donner envie. Dès lors, la question du désir devient une question centrale. Et pour ça, on t'écoute, Valérie. Et du coup, on s'est interrogé sur la désirabilité. Et sur la désirabilité, on est allé chercher dans la philosophie. Et c'est en étudiant les travaux de Girard sur la question de la géométrie du désir qu'on a entrevu peut-être des manières de penser autrement la question de cette boucle. Ce que nous dit Girard, c'est que le désir n'est jamais une relation à deux termes. Donc c'est jamais juste le sujet désirant et l'objet désiré. En fait, le désir va toujours faire intervenir ce qu'il appelle une force mimétique qui se crée par un médiateur. Et selon Girard, sans ce médiateur, et quel que soit l'objet et ses qualités intrinsèques, en fait, je ne vais jamais le désirer. Finalement, en fait, les seuls objets qui restent désirables en permanence sont les objets qui vont me paraître inaccessibles ou en tout cas difficiles d'accès. Ce désir mimétique, et Girard dit d'ailleurs hyper mimétique, il va se produire en fonction de médiateurs. Et ces médiateurs peuvent être soit internes, soit externes. Le médiateur externe, c'est un médiateur qui est socialement hors d'atteinte du sujet, donc hors d'atteinte du sujet désirant. Okay, et en fait, il est presque en dehors du monde réel, c'est-à-dire que c'est un récit. Et du coup, là, la désirabilité, elle se construit sur un fantasme. C'est-à-dire c'est le fantasme qui devient désirable. Je vous donnerai un exemple, ne vous inquiétez pas. Dans la médiation interne, le médiateur est réel, donc voilà, au même niveau que le sujet désirant. Et en fait, là, ce qui va permettre de générer ou de stimuler le désir, c'est la résistance. Et donc, le désir ou la désirabilité vont se construire sur une dynamique antagoniste, qui peut être celle de la rivalité de deux sujets qui désirent le même objet, la résistance, c'est-à-dire la difficulté d'accès, voilà, l'exclusivité, et puis le dilemme qui est la résistance à l'intérieur de soi entre deux choix qui peuvent être parfois contradictoires. Et là, finalement, c'est la frustration qui devient le réel objet du désir. Donc, c'est pas le fantasme, c'est vraiment dans le quotidien. Mais la difficulté et voilà, cette notion de frustration, d'inassouvissement va générer du désir. Les exemples qui sont donnés par Girard, mais qu'on a choisi de garder avec David, c'est des exemples de la littérature. Et sur le désir mimétique et la médiation externe, il prend la Divine Comédie de Dante et il explique en fait que dans la Divine Comédie, ce qui est intéressant, c'est que Paolo et Francesca, qui sont le couple adultère de la Divine Comédie et qui vont être sacrifiés aux enfers chez Dante, en fait, ils ne se désirent pas l'un l'autre. C'est pas l'amour que Paolo porte à Francesca qui compte, c'est d'ailleurs pas celui que Francesca porte à Paolo. En fait, ils vont tomber amoureux parce qu'ils vont lire le roman de Lancelot. Et en fait, ils sont amoureux d'un idéal d'amour. Et c'est ça qui va porter leur amour. Mais c'est absolument pas l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Et c'est bien cette notion-là du récit, du fantasme, qui va mener le désir.
L'autre exemple qui est donné par Girard, cette fois-ci sur la médiation interne, c'est Roméo et Juliette. Et là, en fait, je trouvais ça intéressant de vous donner deux passages. Le premier, c'est « Si tu penses que je suis trop vite conquise, je froncerai le sourcil et serai contrariante et je te dirai non. » En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que Juliette a tout à fait conscience de la nécessité de la résistance et que si elle ne génère pas de frustration, Roméo pourrait moins l'aimer. Mais en fait, elle n'a pas besoin de ça puisque les familles elles-mêmes se détestent. Donc la résistance est déjà là. Donc elle peut avoir le luxe de ne pas résister à Roméo. En revanche, lorsque Roméo va tuer Tybalt, cousin de Juliette et ami d'enfance de Juliette, là se produit le dilemme chez Juliette. Elle aime Roméo, mais Roméo a tué Tybalt. Et en fait, on a toute une série d'oxymores, magnifique tyran, démon angélique, agneau vorace comme un loup, méprisable substance de divine apparence, bon, etc. Et en fait, ce qui se produit là, et dans ces jeux de contradiction, d'opposition, la haine que ressent à ce moment-là Juliette pour Roméo n'éteint absolument pas son amour. Il l'intensifie. Et donc, c'est tout ce jeu de désirabilité où, là où on pourrait s'attendre à ce que ça attiédisse, que ça amenuise l'amour, mais pas du tout. Ça exacerbe le désir. Et c'est tout ce que nous explique Girard sur ce problème de la résistance et de l'obstacle au désir. Et on pourrait se dire que cette question de résistance, d'obstacle, de mimétisme est quelque chose de philosophique. Eh bien, figurez-vous que c'est aussi très chimique. En fait, on est tous addicts à la dopamine, à cette recherche du plaisir. Ça ressortait très bien d'une étude faite avec des rats. Étude dans laquelle on mettait des rats dans un labyrinthe et on observait dans leur striatum, une zone du cerveau dans laquelle on peut voir l'évolution de la sécrétion du taux de dopamine. On observait que lorsqu'ils parcouraient ce labyrinthe et tombaient sur un morceau de fromage, alors là, c'est l'extase, il y a une décharge de dopamine, beaucoup de plaisir. Bon, la fois d'après, quand il fait exactement ce même trajet et tombe sur ce même morceau de fromage, là, curieusement, pas du tout d'évolution. En fait, il s'y attendait. Il n'y a pas vraiment de plaisir. Et le seul moyen pour lui de retrouver ce plaisir-là, c'est soit d'avoir la surprise de trouver 2 morceaux de fromage, et là c'est reparti, ou alors qu'il y ait une friction, quelque chose, une barrière qui rende ce morceau de fromage moins accessible, moins espéré. On est absolument pareil. Notre cerveau fonctionne de cette manière-là. S'il n'y a pas de surprise, s'il n'y a pas de frustration, on se lasse, on se désintéresse. Donc finalement, tout cela est quand même très chimique. Donc, comment rendre la sobriété désirable ? Dans une dynamique de désirabilité donc hyper mimétique, comme celle de notre société de consommation, où l'on désire ce que l'autre a, c'est quand même le principe. Les marques de luxe fonctionnent là-dessus, entre autres. Le principe d'insatiabilité et de frustration est inévitable. Donc, en fait, c'est l'obstacle, la transgression, l'inaccessibilité qui vont être indispensables à la désirabilité. Donc, dès lors qu'on va porter en sainteté la sobriété, diaboliser la consommation, bon, globalement, on va rendre la consommation d'autant plus désirable et jouer contre la sobriété. Les questions qu'on se pose, sans y avoir répondu avec David aujourd'hui, c'est finalement rendre désirable la sobriété. Est-ce que cela impliquerait d'y adjoindre un médiateur ? Et je pourrais travailler sur des médiateurs externes. J'enrichis la sobriété d'un récit romanesque. Je déplace le désir sur un objet adjacent à la sobriété elle-même. Ou alors, médiateur interne, et là, j'injecte de la frustration dans le modèle de la sobriété. Je crée une entrave, je génère de l'inaccessibilité, je génère de l'exclusivité pour atteindre à la sobriété. Ou alors, je parviens à faire de la sobriété l'objet désiré et non plus l'objet désirant. Voilà. Mais tout ça, c'était question.